Échos de la transition, un podcast pour explorer la transition écologique de manière positive. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des Échos de la transition. Je suis Céline Zuffray et avec Billy Jiménez, on coproduit ce podcast. Billy et moi, on s'est rencontrés au sein de la coopérative solaire New Watt, où on s'engage toutes les deux bénévolement. Très vite, au fil de nos discussions, plein de questions sont apparues. Pourquoi on s'engage ? Pourquoi on ressent ce besoin d'agir ? Pourquoi la cause du climat nous touche autant ? Et comment garder le moral face à l'état du monde ? Dans cette coopérative, on a eu la chance de faire de belles rencontres. Des personnes passionnées, inspirantes, qui nous ont donné envie de partager, d'informer et surtout d'inspirer à notre tour. Et c'est comme ça qu'est né ce projet, Les Échos de la transition. Un podcast qui parle de transition écologique de façon concrète, accessible et surtout positive. Oui, parce qu'on a besoin d'espoir dans un monde qui peut parfois sembler un peu sombre. Au fil des épisodes, on aura à cœur de découvrir des thématiques environnementales et écologiques à travers les regards et les parcours de ceux qui agissent pour un avenir plus durable. On vous proposera des pistes de réflexion, mais surtout de belles rencontres avec des invités qui partageront leur expérience et leurs inspirations. Pour ce tout premier épisode, on a voulu revenir à nos racines, les coopératives solaires. C'est là que tout a commencé pour nous. On va donc vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi ça a du sens. Et pour ça, on a un invité de choix, Philippe Volichard, l'un des membres fondateurs de New Watt. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Philippe, ton engagement en faveur de la planète est clairement inspirant, en tout cas il l'est pour moi. On prendra le temps d'en parler plus en détail dans la deuxième partie de cet épisode, mais j'aimerais déjà souligner que tu as consacré une grande partie de ta vie, et aujourd'hui de ta retraite, à des causes essentielles. Entre autres, la promotion de la durabilité, notamment à travers ton rôle d'ancien responsable durabilité à l'EPFL, mais aussi des initiatives comme le soutien à la consommation locale ou le développement de coopératives comme la nôtre. Et c'est justement par là qu'on va commencer, en entrant tout de suite dans le vif du sujet. Philippe, une coopérative solaire, c'est quoi exactement ? Alors, la coopérative, c'est d'abord un mot magnifique, c'est coopérer. Et puis coopérer, ça veut dire agir et travailler ensemble. Et j'adore ce slogan. Donc, et la coopérative, en plus, dans le système suisse, c'est un outil extraordinaire qui est dans le Code des obligations et qui répond aux sociétés anonymes, aux sociétés à responsabilité limitée, etc. Et qui est vraiment, vraiment un outil formidable qu'on a beaucoup utilisé dans le monde forestier que je connais parce qu'il offre à chaque membre une voix. Et que quelle que soit la puissance financière, la puissance générale de chacun a une voix et tout se passe de manière égalitaire, horizontale et transparente. C'est un joli outil de travail juridique. Complètement, oui. Et il offre justement des possibilités de coopérer, c'est-à-dire d'agir avec des gens en parfaite horizontalité et de soulever au fond des problèmes communs et de les résoudre, agir et travailler ensemble de manière très très souple et très intelligente. Oui, donc ça c'est vraiment la coopérative en soi. Après, il y a les coopératives solaires. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de New Watt ? Comment la coopérative elle a été créée et avec qui ? Certainement. Alors, on a déjà avec ce souci de cet outil-là, de comprendre la coopérative, on s'est dit, on va aller au solaire parce que finalement, le solaire, c'était quand même un des sujets. C'est l'énergie renouvelable qui progresse. C'est une réponse très concrète. Et peut-être on reviendra sur l'historique, mais enfin, elle a fait ses preuves. C'est une technologie mature. Et donc, on pouvait s'y attaquer. Et puis, avec quelques voisins, quelques collègues, etc., et quelques amis, on s'est dit que c'était la bonne formule pour construire des parcs solaires, c'est-à-dire augmenter la capacité photovoltaïque du pays avec ce mouvement citoyen et ensemble créer des infrastructures communes et les gérer ensemble. Et c'est la coopérative qui le permet. Et donc c'est vraiment un groupe de citoyens qui se met ensemble et qui dit on peut se lancer et créer une centrale solaire. Comment ça fonctionne ? Alors concrètement, c'est vraiment ça. C'est le fondement de la coopérative, c'est les parts des coopérateurs. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu quelques fondateurs qui mettent tous une part. En l'occurrence, pour New Watt, c'est 500 francs la part. Et ensuite, on va chercher un projet, on le trouve et on le dimensionne. Et ensuite, on va ouvrir ces parts sociales en souscription au plus grand nombre. Et les gens souscrivent des parts et donc vont amener les liquidités nécessaires à la réalisation du projet. Du coup, New Watt a eu un premier projet.
Ce premier projet, c'était à Écublanc, à la Coquerella, une école à Écublanc. Est-ce que c'était compliqué ? Comment ça s'est passé, ce premier projet ? Est-ce que tu peux nous le décrire ? Non, il n'a pas été compliqué parce qu'on a eu la chance d'avoir la commune d'Écublanc sur le territoire duquel on travaille en général, qui a assez vite ouvert une solution sur un de ses collèges et qui était d'accord de signer une convention avec nous. Et puis ensuite, alors, ça a été très très vite. Parce que cette ouverture de souscription, elle s'est faite très vite. En 2 semaines, on avait réuni les fonds nécessaires. Ensuite, on l'a construite aussi très très facilement, enfin très rapidement. Et ensuite, on l'a inaugurée. Et depuis une année, un peu plus d'une année, elle fonctionne à satisfaction. Voilà, donc je dirais c'est un projet assez heureux dans l'ensemble et qui s'est très très bien déroulé. Est-ce que tu as un souvenir marquant du lancement de New Watt, un moment où tu t'es dit, là, on est vraiment en train de faire un truc qui fonctionne, ça fait plaisir ? C'est vraiment les premières rencontres des fondateurs. On se retrouve à la Vallée de Joux, il y a une ambiance formidable, c'est des gens formidables. Voilà, moi je crois que c'est surtout ça, c'est ces rencontres. Et puis pas d'ego, pas de pouvoir, pas de dominance, juste des gens qui ont envie de faire ensemble. Et très très vite, on voit les résultats. Tout ça en bénévolat en plus. Hein. Et donc, et très vite, on voit les résultats. Chacun prend sa part, les délais sont respectés. Enfin vraiment, c'est des formes d'organisation comme j'avais pas vu depuis longtemps, et notamment dans un monde professionnel plutôt hiérarchique. Donc c'est vraiment toute une administration, des gens qui ont suivi les projets, qui ont suivi le chantier lui-même de la construction. Tous ces gens ont fait ça bénévolement. Oui, absolument. Par petits groupes de travail, d'abord il fallait trouver la surface, après il fallait la dimensionner, la technique. Alors il y a bien sûr quelques personnes qui en font plus que d'autres parce qu'il y a le moment technique, notamment du chantier. Il faut être là, hein, il faut suivre. Il y a la communication autour du projet, il y a tous les éléments qui se rassemblent, les finances ensuite qu'il faut gérer, les aspects formels, juridiques d'une assemblée générale, des choses comme ça. Mais fondamentalement, l'ensemble de l'administration de cette coopérative qui travaille bénévolement se met en place, et c'est rare qu'il faille faire des rappels de délai, etc. Les choses, elles roulent comme par miracle. Si on en revient vraiment aux coopératives solaires de manière un peu plus globale, quelle est la place de ces coopératives dans la transition énergétique ? Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire des coopératives solaires et d'encourager cette énergie-là ? Alors, d'abord, on n'a pas été les premiers à le faire. On s'est beaucoup renseigné, notamment en Suisse alémanique, où il y a déjà un mouvement assez fort. Je dirais que toutes les initiatives sont bonnes pour augmenter cette part de renouvelables dans le mix énergétique. Et alors, quand les propriétaires veulent le faire eux-mêmes, tant mieux. Quand des paysans, quand des industries, là, tout le monde peut engager sa responsabilité. Il y a tout un domaine, par exemple, pour moi qui suis dans des bâtiments locataires, enfin coopérateurs, mais dans un bâtiment où on n'a pas de panneaux, j'ai envie de contribuer à ma manière. Et en prenant une part, j'ai mis un peu d'argent dans cet effort sur d'autres toits, mais finalement, je participe à cet effort. Donc, je pense que ça remplit la petite case de gens qui ne peuvent pas le réaliser sur leur maison ou sur leur job, etc., et qui peuvent aussi contribuer à l'effort. Pour revenir en arrière, quand tu dis on prend une part, ça veut dire c'est vraiment pas du crowdfunding, c'est une part qui, après, te reste, elle t'appartient toujours. Oui, c'est un titre. C'est un titre qui on peut ressortir de la coopérative, on peut revendre sa part. Et donc, oui, c'est vraiment une valeur patrimoniale. Les gens, on a vu plusieurs familles offrir des parts à leurs enfants, etc. Donc, c'est une manière de faire du patrimoine, mais avec du sens. Aujourd'hui, les banques, etc., offrent d'autres choses. Mais là, c'est vraiment du patrimoine avec du sens dans la transition. Et hors du système bancaire, finalement. Exactement. Je crois que c'est aussi encouragé par des subventions. Oui, exactement. Le canton de Vaud a donné une subvention pour les premiers projets des coopératives solaires qu'on a pu obtenir. Et puis, voilà, moi, je ne connais pas tout le système. Je remplis ma feuille d'impôt actuellement, mais je crois qu'on peut aussi émarger un tout petit peu là-dessus. Donc, mais c'est pas le but de l'opération. Et donc, oui, c'est vraiment du patrimoine qui appartient aux détenteurs de la part et qui contribue à la transition par là même. Si j'ai bien compris, en ce moment, il y a des défis dans le solaire et dans l'énergie électrique en général. C'est quoi les défis du moment pour les coopératives solaires ? Alors, les grands défis actuellement, c'est que le solaire photovoltaïque est victime de son succès.
au fond, même si on n'a encore de loin pas atteint les objectifs qu'on se fixerait pour avoir un approvisionnement fort de renouvelables. Mais il se trouve que, et notamment en été, on a surproduction de solaire. Et le réseau électrique qui est détenu en Suisse par près de 800 GRD, comme on appelle, c'est-à-dire exploitants de réseau, ils n'aiment pas ça du tout. Parce que tout à coup, ils ont trop d'électricité, ça va leur coûter trop cher, enfin des choses comme ça. Et donc, la nouvelle loi qu'on a votée, pour laquelle je crois à peu près tous les coopérateurs de New Watt sont aussi votés favorablement, j'espère, eh bien, elle donne quand même des petits coups de gouvernail nationaux pour dire attention, allez plutôt ici, allez plutôt là. Donc, fondamentalement, le grand résultat, c'est que le prix de revente dans le réseau va diminuer fortement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à vendre au réseau de l'électricité. Par contre, il faut donc se concentrer sur l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'est-ce que le bâtiment sur lequel on a posé des panneaux peut assimiler comme électricité propre. Et là, on arrive à trouver un équilibre. Autrement, ils ont aussi encouragé des voisinages, de faire des RCP virtuels, c'est-à-dire de dire si tous les voisins se mettent ensemble ou des communautés, alors sous les mêmes panneaux, on peut augmenter l'autoconsommation. Il y a aussi des encouragements du côté des bornes électriques pour les voitures ou les batteries. Aujourd'hui, le stockage vient aussi un peu d'actualité. Donc tout ça, c'est au fond la politique nationale et la loi sur l'énergie et les ordonnances qui s'appliquent, qui essayent de réguler au fond la croissance du photovoltaïque dans le système. Et pour nous, coopératives, il faut être très attentif parce que si on se trompe un peu de modèle, on peut être, je dirais pas déficitaire, mais perdre en rentabilité, c'est clair, quoi. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se demandent si ça les concerne. Comment on devient coopérateur ? Est-ce que tout le monde peut devenir coopérateur d'une coopérative solaire ? Oui, tout le monde peut devenir coopérateur. Et nous, la coopérative New Watts, on va chercher de nouveaux coopérateurs à chaque étape d'un nouveau projet. Par exemple, on a cherché des coopérateurs pour la Coquerella, on a atteint très vite l'objectif et on a fermé en quelque sorte, parce que ça ne nous sert à rien d'avoir des coopérateurs, des liquidités et de l'argent qui ne tourne pas. Et donc là, on est en train de préparer le deuxième projet, et ce deuxième projet fera une levée de fonds, et là, on accueillera toute personne désireuse d'acheter une part à 500 francs ou plusieurs. Et puis, on va limiter, si quelqu'un veut acheter 1000 parts, on se méfiera un peu, donc on va limiter les choses. Mais oui, toute personne de bonne volonté qui pense qui peut investir un peu d'argent et le placer là est bienvenue. Est-ce que mon toit, j'ai envie de mettre des panneaux dessus, est-ce que je peux le proposer directement à New Watts ou bien à qui ça s'adresse ? Non, mais alors nous, quand même, on voit typiquement le premier projet qu'on fait, c'est sur une école. C'est quand même une certaine surface. C'est ce qu'on appelle les centrales moyennes qui sont tout à fait dans notre cible. Et c'est aussi celles qui sont un peu négligées par les grands investisseurs. Donc on est dans la tranche. Non, un toit de villa, non, c'est trop petit. Et un toit d'école ou d'entreprise ou d'hôtel, enfin dans ces dimensions-là, là, il y a du sens à monter un projet entre 100, 200, 250 000 francs. C'est un peu la jauge qui est possible pour la coopérative. New Watts a réalisé une première centrale qui, je crois, fonctionne très bien. Le prochain projet, il est déjà prévu ? On s'en est ouvert à l'Assemblée générale. On a une douzaine de projets qu'on a évalués. C'est dire et on les a évalués très sérieusement, complètement, mais aussi un tout petit peu avec patience parce qu'il y avait ces changements de loi. Et donc, on ne voulait pas se tromper de cible. Maintenant, les choses on voit à peu près où il faut tirer. Et donc, je dirais qu'on a un projet qui commence à émerger et qui pourrait peut-être se conclure très rapidement, que j'adore, mais dont je ne peux pas trop parler pour l'instant. Mais les informations suivront. Très bien, on va garder le suspense au complet. Merci Philippe pour ces explications. Comme je le disais au début, dans les échos de la transition, on cherche aussi des perspectives et des parcours inspirants. Et notamment, on cherche à comprendre comment et pourquoi nos invités sont devenus des acteurs de la transition écologique. Alors Philippe, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta prise de conscience écologique ? Qu'est-ce qui, à la base, t'a donné envie de t'engager pour la planète ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie ou un moment où tu t'es dit « je ne peux plus rester spectateur, je dois agir » ? Alors, c'est l'histoire de ma vie, donc si vous avez un petit moment. Vas-y. Non, je vais faire court, mais l'histoire, elle est assez étonnante.
j'y ai jamais réfléchi vraiment, sauf pour préparer un tout petit peu cet entretien. Et donc, au fond, je crois que tout ça, ça vient de l'enfance, où j'avais la chance de vivre dans une famille heureuse et puis dans un quartier populaire. Et puis on habitait au bord de la voie chère, à Sougar, à Lausanne, et au bord d'une forêt. Et je crois que j'ai compris qu'il y avait là la nature, il y avait un mystère. Et puis j'ai compris aussi que la forêt, elle poussait avec le soleil. Et donc c'est un peu ça. Et donc très vite, j'ai décidé de devenir ingénieur forestier. À 12 ans, j'avais décidé ça. Complètement inconscient, je ne savais pas ce que c'était, mais ça sonnait bien. Et donc, je vais me destiner à ce métier. Et en fait, j'ai compris en route que ce qui m'intéressait là, c'était toute la synthèse, la photosynthèse. Comment un arbre, avec le soleil, arrive à créer, à croître, à créer de la biomasse, etc. Ça m'a fasciné. Et au fond, on n'est pas très loin du photovoltaïque, c'est-à-dire les rayons du soleil, au naturel, ils font avec la photosynthèse de la biomasse et avec du silicium et des panneaux, ils font de l'énergie. Donc pour moi, c'était totalement naturel et clair sur le chemin. Il y a vraiment un continuum depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Je crois, oui, je crois. Et puis après, moi, quand je commence mes études d'ingénieur forestier, c'est les années 75. C'est aussi le rapport Meadows, c'est le Club de Rome, c'est les premiers documents sur la limite de la croissance. Et donc, on est très investi parce qu'en tant que forestier, on était quand même déjà assez vert. On comprend que oui, tout ça, il va falloir gérer à moyen et long terme tous ces aspects. Alors d'abord, engager un peu dans la forêt, bien sûr, c'est l'environnement, mais ensuite plus dans l'environnement. Après, il y a les questions énergétiques qui viennent, il y a les questions de climat qui sont venues finalement que dans les années 90, avec la compréhension des impacts CO2. Donc tout ça, c'est un continuum qui va monter gentiment en puissance et qui va me faire toujours penser que la seule solution, c'est dans les renouvelables et que les renouvelables existent et que c'est passionnant et qu'on va y arriver, quoi. Et donc, c'est un peu en partant de la forêt que tu es arrivé à travailler dans le domaine de la durabilité. Absolument. Parce que finalement, parce que la forêt, c'est le modèle de durabilité, j'entends, fondamental. C'est de la permaculture, ça marche tout seul. Alors bien sûr, les forestiers ils vont aller capter les intérêts du capital, c'est-à-dire elles poussent de tonnes de mètres cubes par année, on les prend et on les scie, et blablabla. Mais voilà, donc ça marche tout seul, et donc c'est un très bel exemple. En plus, il y a de la naturalité, il y a de la biodiversité, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et donc, c'était un petit peu le modèle de fond, et je pense qu'en transposant ça aussi à d'autres choses, on est capable de trouver les solutions à long terme. Ensuite, dans la vie, c'est venu. Après, ça s'est élargi à l'environnement. Ensuite, il y a le développement durable qui est arrivé dans les années 90 avec Kyoto, les accords de Kyoto, etc., et qui vont encore renforcer l'idée que la planète, elle va de moins en moins bien. C'était pas seulement juste une posture, ah ouais, ce serait sympa de faire. On commence à voir que le problème monte en puissance et qu'il faut trouver rapidement des réponses. Alors tout ça, ça a renforcé encore la posture, et moi, je me retrouve un peu par une erreur de casting ou des hasards de la vie, responsable de la durabilité à l'EPFL, qui n'est pas un outil au principe très durable à la base. Enfin, on a essayé de faire ce qu'on a pu dans ce domaine. L'engagement, en particulier l'engagement bénévole, semble une seconde nature pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'engagement ? Alors ça, c'est des restes de la vie de paroisse. Non, vraiment. Voilà, non, le bénévolat, il faisait partie, je veux dire, il commence au scout, il se poursuit dans la paroisse et puis après dans les associations diverses et nombreuses. Et puis j'ai toujours considéré qu'il fallait donner de son temps pour les choses. Mais après, évidemment, moi, au moment où j'arrive à la retraite, j'ai plus que ça, quoi. J'ai plus que du temps. Donc ça me paraissait évident. Mais j'ai été très surpris et ça m'a vraiment bouleversé de voir que même des gens actifs, très actifs dans la vie professionnelle, etc., sont là en bénévole. Pour moi, c'est presque facile par rapport. Et c'est ça qui me bouleverse, c'est de voir que des gens qui ont bien d'autres choses à faire dans la vie se mettent à disposition aussi. Et ça, c'est magnifique à voir. Et du coup, ça crée des belles synergies et des belles énergies. Si on continue dans ces questionnements un peu plus personnels, comment tu vis la transition dans ton quotidien ? Quelles sont les réflexions qui t'animent au jour le jour ? Qu'est-ce que tu fais plus aujourd'hui, par exemple ? Aujourd'hui, non, mais au quotidien. Alors, ça a été que un chemin de. Il y a rien qui est brusque vraiment. Je pense que c'est que un chemin qui fait que progressivement, parce qu'on a l'information, parce qu'on a compris un sujet,
on est capable de se positionner par rapport à ça. Et en fait, c'est quand même toujours, c'est un peu dur à dire, mais c'est toujours un peu une suite de renoncements. Mais on s'aperçoit que ces renoncements, ils ne sont pas si terribles que ça. Et même, ils amènent à une certaine joie. On y reviendra peut-être aussi sur ces questions-là. Mais typiquement, et on y reviendra aussi sur, par exemple, le lieu de vie. Où est-ce que je mets mon nid pour ma famille? C'est très, très important. Parce que tout ça, ça va décider, ça va déterminer mon rayonnement, mon impact, mes déplacements, ma manière de vivre, etc. Alors, pour être plus concret, donc ça veut dire que j'ai plus de voiture depuis 30 ans, on vit dans une coopérative qui est chauffée avec des pompes à chaleur. Voilà, tous les choix, régulièrement, ils se sont faits en fonction de ça. Et puis là, alors pour dire les plus récents renoncements, c'est dans l'alimentation, c'est végétarien depuis 5 ans. Et puis, c'est pas tout simple, toujours. Donc, mais c'était aussi une prise de conscience assez tardive, mais que j'ai compris. Et puis, plus récemment, c'est bon, évidemment, plus d'avions, c'est réglé. Et puis, maintenant, je dirais dans la consommation aussi. Mais c'est aussi plus facile quand on a déjà tout eu avant, renoncer à plein de choses qu'on n'a pas besoin. Même si, compulsivement, on aimerait bien se les payer. Comment tu fais, Philippe, pour garder le cap et rester optimiste, malgré les mauvaises nouvelles qu'on voit passer au quotidien? Eh bien, très franchement, c'est la rencontre de tous ces gens dont on parlait, dans les milieux citoyens, dans les milieux activistes, dans la famille, dans ses cercles concentriques proches aussi, son épouse, ses enfants, ses amis. Donc ça, c'est ça qui tient le cap, c'est clair. Après, je ne te cache pas que ces temps, il faut s'accrocher quand même assez fort, parce que le balancier est en train de partir dans l'autre sens. Moi, je me souviens des années 2018-2019, grève du climat et tout. C'était des tsunamis. Je n'aurais jamais imaginé qu'on ait des vagues pareilles de protestation et d'activisme. Et puis là, quelques années plus tard, on est plutôt en retour de manivelle. Mais néanmoins, je dirais, moi j'ai mon petit slogan. Je dis toujours les joies dans les défaites. Donc, j'essaye toujours de voir un tout petit peu ce qui se passe bien. Et finalement, dans les grandes statistiques, dans les grands mouvements, finalement, il y a quand même des mouvements favorables, même s'il y a des gesticulations actuelles qui vont plutôt dans l'autre sens. On peut rester optimiste. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'agace aujourd'hui? Ouais. Alors, j'ai jamais été aussi agacé ces jours, et je m'étonne parce que je suis pas un agacé. Mais moi, les carbofascistes actuellement, j'en peux plus, quoi. Je veux dire que quelqu'un te dise drill baby drill, que des gens puissent affirmer qu'on repart avec le fossile, ça me rend fou, quoi. Je ne comprends pas. Donc ça c'est bien agacé. Et puis ici ou là, au niveau quotidien, je dirais que quand quelqu'un me fait une théorie anti-climat, climato-sceptique, etc., aujourd'hui, je dirais, je peux m'agacer un peu. J'essaie de développer des arguments, mais ça peut bien m'énerver de temps en temps. Est-ce que tu as un conseil ou un truc, une astuce un peu concrète à partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Non, c'est difficile parce que c'est un chemin personnel. C'est vraiment un chemin personnel. Moi, j'aimerais dire que tous les gens ont accès à de l'information, à cette information. Donc, on a la chance d'avoir l'information. Donc, déjà, avoir la chance de l'avoir et de pouvoir la traiter et de la partager. Donc, il faut le faire. Et puis ensuite, chacun, il va avoir avec sa sensibilité, sa manière de répondre et à son rythme. Pour certains, c'est inimaginable de quitter une voiture à essence. Pour d'autres, c'est impossible d'éliminer un barbecue, le troisième, et l'avion, etc. Donc, il n'y a pas de règle. Le vrai conseil, c'est justement d'avoir pris l'information, de comprendre un peu l'enjeu de la situation et de rechercher des petits gestes qui pourraient déjà mettre en joie, parce qu'on l'a fait, parce que finalement on voit que ça ne change rien, que c'est même mieux, et que c'est même plus confortable, et que tout ça s'ajoute par petits éléments comme ça. Et à la fin, ça donne finalement des comportements généraux qui sont très équilibrés et assez heureux. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de s'engager mais qui ne sait pas par où commencer, ce serait quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que le lieu de vie, alors c'est le plus difficile, parce qu'on nous dit toujours, moi je l'ai beaucoup travaillé aussi à l'EPFL avec des plans de mobilité, avec des gens, les gens ils disent toujours, mais moi mon domicile il est là et c'est comme ça et on ne peut rien changer.
Et c'est souvent vrai. Mais néanmoins, je pense que si on est encore devant un choix de ce type-là, le lieu de domicile, il est capital parce qu'il va influencer toute la mobilité, toute la scolarisation, toute la vie locale. Et aujourd'hui, on parle de ville à un quart d'heure, etc. Donc c'est là qu'on va pouvoir certainement résoudre pas mal de choses. Après, non, je dirais, pour moi, ça c'est la clé en général. Et puis ensuite, il faut vraiment que chacun cherche l'information d'abord et ensuite la petite réponse. Et puis peut-être se mettre en résonance avec ces petits mouvements qui sont là, d'activistes, d'associatifs, etc. Et il n'y a pas de petits gestes, donc dans n'importe quel... Et il y a beaucoup d'associations qui travaillent magnifiquement bien. Mais ça peut être là, ça peut être pour les réfugiés, ça peut être pour d'autres choses dans le social, dans la paroisse, etc. Donc il ne faut pas non plus dire que c'est le seul sujet de participation citoyenne, mais il est important, bien sûr. Philippe, est-ce qu'il y a des personnes ou des projets qui t'inspirent aujourd'hui et que tu aimerais partager avec nous? Dans les échos de la transition, on essaye d'inspirer les autres. Qui c'est qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois avouer que je cherche un petit peu mon mentor, là. J'en ai eu beaucoup. Hein. Il y a eu des périodes, Jean Covici était important. Après, il y avait Emmanuel Barrault qui était important. Il y avait Paris qui est arrivé maintenant là-dedans. Mais je cherche plus trop les mentors. Mais ça, c'est peut-être l'âge et puis la sagesse, je ne sais pas. Ceci dit, je pense que aujourd'hui, New Watts remplit au mieux ce que j'attends du travail commun, du travail coopératif et puis de l'objectif, parce qu'il est mesuré, il est concret, on a des résultats. Et puis, si beaucoup de projets comme ça se mettent en place les uns après les autres autour, c'est comme ça que ça va se faire. Pour l'instant, je n'ai pas un grand inspirateur ou inspiratrice qui me mène en avant. Je pense qu'un projet peut être inspirant tout à fait, et puis de se mettre ensemble et de faire quelque chose de concret, c'est inspirant en soi et ça fait du bien en tout cas. On va déjà arriver au mot de la fin, et comme tu le sais, on aime finir sur une note positive dans les échos de la transition. Donc ta mission maintenant, c'est de nous raconter quelque chose de positif sur ce thème. Une réussite, un projet que tu aimes bien, une actu encourageante, quelque chose que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Ouais. Comme on a fait un long chemin, j'ai raconté un long chemin, je dirais sur ce chemin, il y a plein de moments extraordinaires et qui se concrétisent. Hein. J'ai participé à l'essor du vélo, par exemple, à l'EPFL, et aujourd'hui, il y en a trop, quoi. Donc c'est tout à fait possible. Il n'y avait pas de vélo. Aujourd'hui, il y en a trop, mais ça me va. Autrefois, on avait le solaire qui péclotait. On avait un laboratoire d'énergie solaire, d'ailleurs dirigé par un ami cher du quartier, donc on a aussi toujours eu des connivences. Et puis non, ça décollait pas. Puis on a décidé de faire le parc solaire sur les PFL, 2 mégawatts, et puis ça a donné beaucoup Donc voilà des exemples sur le chemin qui montrent que c'est possible. Et puis ensuite, je dirais qu'aussi, il y a eu la ferme de Bassange sur mon chemin, qui est un projet que je suis de très près, qui me donne un peu de soucis actuellement, mais qui est vraiment aussi un projet qui montre qu'on est capable de restaurer des micro-fermes, de restaurer des micro-mouvements agricoles, et qui me donne beaucoup de joie. Et donc, je pense que là, dans le domaine urbain, nous, on est à Écublanc, hein, c'est une grande ville quand même, c'est dans l'agglomération, et j'ai plein d'espoir de voir ces villes se transformer, évoluer, le transport public aussi, hein, très très important. Enfin voilà, et je vois quand même que toutes ces choses-là, ajoutées les unes aux autres, donnent des effets de transition positifs, et on en voit tous les jours les résultats. Et je suis plutôt optimiste, et si tout le monde s'y met, ça va marcher. Merci Philippe pour ces notes positives de fin d'épisode. Philippe, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, j'aimerais dire qu'au bout de tout ça, c'est quand même une joie de vivre qu'il faut rechercher, hein, jusqu'au bonheur, disons, il faut voir. Donc, c'est pas se faire mal, c'est pas se donner des coups de fouet, etc. C'est plutôt assumer sa responsabilité d'être humain sur cette terre, dans un environnement naturel, dans une nature, dans une biodiversité, et puis d'essayer de pas tout fracasser au passage. Franchement, ça donne de la joie de faire ça correctement. Si ce n'est pas le cas, alors il faut passer à autre chose, effectivement. Mais on va finir sur cette note de joie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode des Échos de la transition. Merci beaucoup Philippe d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
On comprend mieux déjà ce que représente une coopérative solaire et puis l'impact concret que ça peut avoir, non seulement les coopératives, mais simplement aussi de se rassembler et d'agir ensemble. Alors merci pour cet échange inspirant et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et peut-être même de vous engager à votre manière. Vous trouverez des infos sur New Watts et sur les coopératives solaires en général en description de cet épisode. Dans le prochain épisode, on partira à la rencontre d'un autre acteur du changement, mais chut, je ne vous en dis pas plus. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à nous suivre et à nous écrire si vous avez des questions. Et si un sujet vous tient à cœur, dites-le nous en commentaire. Nous avons coproduit ce podcast avec Billy Jiménez et on se réjouit déjà de vous retrouver. À très bientôt pour la suite des Échos de la Transition.